Ok, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Flora Zidane, je suis en deuxième année de doctorat au laboratoire LEAT et mon sujet de thèse est le tri de pommes par imagerie micro-ondes. Alors cette thèse est une collaboration entre le laboratoire LEAT et l'Institut Fresnel de Marseille. D'abord, je vais introduire mon sujet, ensuite décrire brièvement la méthodologie qui nous permet de trier les pommes saines des pommes abîmées et vous présenter les résultats que nous avons obtenus. Ensuite, je vais vous présenter la validation de cette méthodologie sur un autre fruit et sur une autre bande de fréquences. Et je finirai par une conclusion générale. Alors, l'objectif de ma thèse est de trouver une méthode non disruptive, automatique, pour trier les pommes saines des pommes abîmées. Parfois, lorsque vous allez acheter une pomme, par exemple, il n'y a aucun défaut à l'extérieur de la pomme, mais quand vous la coupez, le défaut de pomme est à l'intérieur. Du coup, nous, on veut détecter les défauts de pomme, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la pomme. Aussi, ça peut servir à d'autres applications telles que le monitoring ou encore de détecter de manière précoce les défauts de fruits et de le retirer de l'arbre afin de ne pas qu'elle contamine le reste de l'arbre. Notre approche est de combiner les mesures millimétriques et les techniques de machine learning. Alors, les systèmes micro-ondes peuvent être un système alternatif aux méthodes traditionnelles telles que les rayons X, au système rayon X ou les systèmes à infrarouge. Ces systèmes peuvent fonctionner très bien, cependant, leur coût est élevé et c'est des systèmes assez conséquents comparés aux systèmes micro-ondes qui peuvent être compacts et mobiles. L'utilisation de machine learning, eux, ils vont nous aider à classifier et à répondre par un oui ou non sur l'état de la pomme. Est-ce que la pomme est saine, oui ou non? Notre méthodologie comporte 5 étapes essentielles. La première, c'est la mesure. Alors, pour mesurer, nous utilisons le banc 3D qui va mesurer le champ diffracté d'une pomme en θ et en φ, sur une petite fenêtre en θ et en φ, sur 30 degrés x 30 degrés, et en utilisant 3 fréquences dans la bande W, 92, 94 et 96 gigas. La deuxième étape, c'est de générer les images millimétriques. Alors, ces images millimétriques, on les obtient en divisant le scan, comme vous pouvez le voir dans la figure 4. On divise le scan en petits patchs de 10 x 10 degrés qui correspond à 51 x 51 points de mesure. Ensuite, on applique à chaque patch la deuxième transformée de Fourier pour obtenir les images millimétriques. Chaque pomme a 3 fréquences. Nous avons 303 images. Alors, comme vous pouvez le voir dans la figure 3, en tant qu'humain, on ne peut pas distinguer où est la pomme saine, où est la pomme abîmée. Ces images, on les segmente en utilisant la méthode de Otsu, qui est une méthode qui va calculer de manière dynamique le seuil de segmentation. Et enfin, on va créer notre base de données. Alors, notre base de données, elle comporte 6 pommes. On a mesuré 6 pommes. On les a réparties en 3 paires. Donc, les grandes pommes, les moyennes pommes et les petites pommes. Chaque paire va comporter une pomme saine et une pomme abîmée. Et au total, on a 1818 images. Cette base de données va être divisée en deux, en training dataset, qui va comporter les grandes et les moyennes pommes, et qui va servir, alors cette training dataset va servir à apprendre ou classifier les caractéristiques d'une pomme saine et d'une pomme abîmée. Et pour le test dataset, nous avons mis les petites pommes et ça va nous servir à juger le classifieur sur ses capacités à détecter la pomme saine d'une pomme abîmée. Pour la classification, nous avons utilisé une des méthodes de machine learning qui est la SVM, Support Vector Machine. Alors, il y a deux types de SVM. Il y a linéaire et non linéaire. La linéaire est utilisée lorsque les données sont séparables linéairement. Et dans ce cas-là, nous avons
un seul hyperparamètre qui est le C. Et le deuxième cas, c'est SVM non linéaire. On utilise lorsque les données sont linéairement non séparables. SVM non linéaire, elle utilise le kernel, un kernel pour projeter les données dans une plus grande dimension afin qu'elle trouve un hyperplan de séparation entre les deux classes. Nous, on a utilisé un kernel de type RBF et SVM non linéaire parce que, comme vous pouvez le voir dans la figure 6, notre base de données d'apprentissage est linéairement non séparable. Dans notre cas, nous avons deux hyperparamètres, le C et gamma. Alors, pour trouver les valeurs de ces hyperparamètres, nous avons utilisé une méthode très répandue, très utilisée, qui est la K-fold cross-validation with a grid search. C'est très simple, hein, il faut définir un cas, définir l'espace de recherche des hyperparamètres. Le classifieur va s'entraîner avec K-1 sous-groupe et le dernier sous-groupe va utiliser en validation. Et il faut que chaque sous-groupe passe une fois en validation et après on calcule les performances, une performance moyenne. Et on choisit les valeurs optimales de C et gamma qui nous donnent la meilleure performance. Alors nous, on a choisi un cas qui vaut 3. Donc ça veut dire qu'on divise la base d'apprentissage en 3 sous-groupes. On a défini l'espace de recherche de C et gamma et on a obtenu un résultat après entre 8 et 10 heures de calcul. Comme vous pouvez le voir sur la figure 7, on a obtenu plusieurs couples possibles qui nous donnent presque 100% de réussite. Nous avons choisi un couple de C et gamma qui est 125, C égale à 125 et gamma égale à 0,01. Pour les résultats, alors, nous avons testé les petites pommes. Alors, c'est des pommes que le classifieur n'a jamais vues et c'est à lui de prédire leur état. Et comme vous pouvez le voir, sur la matrice de confusion, nous avons obtenu 100% de réussite. Alors là, on a cherché à voir l'influence de la diversité fréquentielle et de la diversité spatiale, donc les points de mesure, sur la base de données, sur la classification. Alors, une fois, on va supprimer une fréquence et une autre fois, on va supprimer les points de mesure. Alors, pour la fréquence, nous avons supprimé la fréquence 92 et de la base de données, nous avons recherché les valeurs de C et gamma et nous avons obtenu une performance de presque 81%. Pour les points de mesure, nous avons d'abord supprimé un point de mesure sur 2, c'est-à-dire que le petit patch de 51 x 51 points de mesure va passer à 26 points. 26 fois 26 points de mesure. Nous avons recherché les valeurs optimales de C et gamma, nous avons eu 100% de réussite. Nous sommes encore allés encore plus loin. Nous avons supprimé les 3 points de mesure sur 4, donc c'est-à-dire on passe de 51 points de mesure x 51 à 13 x 13 points de mesure. Et pareil, nous avons cherché les valeurs optimales de C et gamma, nous avons obtenu 80% de réussite. Alors là, l'explication physique, elle est un petit peu différente par rapport à la fréquence et les points de mesure. En fait, lorsqu'on enlève la fréquence, on touche à la valeur aux valeurs des permittivités qui est dans la base d'apprentissage et de test. Et du coup, le classifieur a du mal à bien caractériser la pomme saine du pomme abîmée. Donc, on enlève de l'information qualitative. Alors que pour les points de mesure, là, on ne touche pas aux valeurs des permittivités, mais par contre, on va enlever de la richesse quantitative au classifieur. Donc là, on a validé aussi, on s'est dit, OK, ça marche sur les pommes. Est-ce que ça marcherait sur un autre fruit ? Et du coup, on a investigué, nous avons mesuré sur 3 pêches, 2 qui sont abîmées et une saine. Nous avons suivi les mêmes étapes de la méthodologie que je vous ai présentées précédemment, les mêmes fréquences, dans les mêmes θ et phi. Hein. Et dans la base d'apprentissage, nous avons mis une pêche saine et une pêche abîmée et on a testé l'autre pêche abîmée. Et comme pour les pommes, le training dataset est non linéairement séparable. Nous avons utilisé une SVM non linéaire avec un kernel RBF. Et nous avons encore cherché les valeurs de C et gamma. Et comme vous pouvez le voir, ça marche à 100%. Le classifieur arrive bien à reconnaître la pêche abîmée. Alors, nous sommes
nous sommes dit, OK, ça marche sur les pommes, ça marche sur les pêches. Est-ce que ça marche en même temps? Est-ce que le classifieur arrive à reconnaître un fruit sain d'un fruit abîmé? Pour le coup, nous avons mis dans la base d'apprentissage utilisée pour les pommes, la base d'apprentissage utilisée pour les pêches, et on teste le classifieur avec la base de test utilisée pour les pommes et la base de test utilisée pour les pêches. On a utilisé une SVM non linéaire, on a recherché les valeurs de C et gamma, et comme vous pouvez le voir, les performances sont pas très bonnes, il y a 64%. Là, l'explication, on a mis une hypothèse du coup sur le fait que peut-être on s'est dit il y a beaucoup de diversité en termes de valeurs de permittivité, et comme on utilise une SVM biclasse, et comme il faut faire entre deux choix, le classifieur il n'arrive pas à bien caractériser où est le fruit sain et le fruit abîmé. Pour résoudre ce problème, on a remplacé la SVM biclasse par une des méthodes de SVM multiclasse qui est l'arbre de décision binaire. Alors d'abord, on va séparer les différents types de fruits, donc pêche et pomme. Et après, on sépare pêche saine, pêche abîmée, en parallèle, pomme saine, pomme abîmée. Alors, tous les SVM utilisés, c'est des SVM non linéaires avec un kernel RBF. Pour le premier étage, donc pour la première étape de classification, là, on a cherché les valeurs de C et gamma optimales. Et pour la deuxième étape de classification, on a réutilisé les valeurs de C et gamma que nous avons obtenues précédemment. Alors, comme vous pouvez le voir, là, ça marche à 100%. Donc, il faut d'abord séparer les fruits et après séparer les différents états de fruits. Nous avons aussi validé notre méthodologie sur une bande de fréquences parce que jusqu'ici, nous avons mesuré sur la bande W. Donc, on est monté encore plus haut en fréquence. On a suivi la même méthodologie. La seule différence, c'est les 3 fréquences. Donc là, on a fait sur 122, 124 et 126. On a utilisé d'autres pommes. On a mesuré 5 pommes, 4 sont abîmées et une saine. Et comme vous pouvez le voir sur les images millimétriques, déjà, il y a une différence entre les images millimétriques, mais en plus, on est incapable de dire ou d'identifier formellement où est la pomme saine, où est la pomme abîmée. Et pour le coup, pareil, nous avons mis dans la base d'apprentissage une pomme saine et une pomme abîmée. On a testé tout le reste dans tout le reste. Et nous avons utilisé une SVM non linéaire parce que la base d'apprentissage, encore une fois, est non linéairement séparable. Nous avons cherché les valeurs optimales de C et gamma et nous avons obtenu 100% de performance. Il reconnaît à 100% les pommes abîmées. Alors, pour conclure et pour résumer un petit peu, nous avons pu mettre en place une méthodologie qui associe à la fois les mesures millimétriques et le machine learning pour répondre à la question par oui ou non sur l'état de la pomme. Est-ce que cette pomme est abîmée, oui ou non? On a remarqué avec nos tests qu'à chaque fois qu'on change les paramètres électriques de notre base de données, on est obligé de chercher, de optimiser à chaque fois les hyperparamètres C et gamma de SVM. Et on a remarqué aussi un point important, c'est que le tri de fruits en général dépend fortement de la valeur de la permittivité dans la base d'apprentissage et dans la base de test. Et je vous remercie. Merci pour cette présentation, pour toutes les présentations là, du LEAT. On a le temps pour des questions, s'il y en a dans l'assistance. Ça va peut-être venir. Moi, j'en ai quelques-unes à poser. La première, c'est sur le... C'est vrai pour les 2 dernières présentations, là. Donc, on s'attaque à un problème où on analyse, on fait l'analyse objet par objet, quoi. On classifie des sphères ou des pommes. Enfin, et qu'est-ce qui se passe quand on a une caisse de pommes ou on a un ensemble de sphères dans une scène? Donc déjà, on a les réponses qui se somment. Est-ce que c'est séparable ou pas? Et deuxième partie de la question, quand on a des interactions multiples, ce qui arrive fréquemment, quand même en radar, donc on a des phénomènes d'interaction non seulement entre les réponses, mais en plus il y a des phénomènes d'ondes qui ont plus d'une réflexion et toutes nos hypothèses habituelles en radar
de type borne, approximation de borne à l'ordre de n ne sont plus valides, quoi. Est-ce que vous avez des retours d'expérience à faire là-dessus? Flora, tu veux… Alors, bon, moi, je commence. Et concernant les pommes, en fait, merci pour cette question. Parce qu'en plus, c'est ma prochaine mission. Hein, la prochaine étape, c'est de séparer deux pêches, pour le coup, c'est pas des pommes, deux pêches qui ont été mesurées en même temps. Alors, comme là, il faut, en fait, la méthodologie que j'ai présentée maintenant, là, c'est avec des patchs. Et c'est 51 fois 51 points de mesure. En fait, si on regarde bien les images millimétriques, l'image est très dégradée. Très, 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 très dégradée. Donc, pour nous, moi, personnellement, je n'arrive même pas à repérer une pêche. Du coup, là, je suis en train d'un petit peu chercher comment séparer les deux pêches qui ont été mesurées en même temps. En tout cas, pas avec cette méthodologie parce qu'elle dégrade fortement l'image. D'accord, merci. Peut-être que Yasmine avait aussi une réponse à apporter. Bon, pour ma part, pour les objets, bon, vu que chaque objet a une réponse différente, son champ diffracté sera différent, et même s'ils sont mélangés, dans le domaine temporel, peut-être que c'est plus facile de séparer deux réponses. Donc, on sera capable, il y a des travaux qui montrent qu'on est capable en fait de séparer les pôles de résonance, même si c'est des objets, les réponses qui sont confondues ensemble. Mais on peut en effet séparer les pôles de résonance. Ah, si on a un spécialiste du domaine, Dominique Lescellier, qui pose une question. Par rapport à la classification SEM des sphères, que se passerait-il si, dans un milieu hétérogène, notre sphère était la tumeur précoce d'un sein, une cavité d'un mur, par exemple, c'est-à-dire hors espace libre? Je n'ai pas de réponse évidente, en fait, au fait. Oui, pour le moment, on n'est pas dans ce cas-là. Donc ça, c'est vraiment une autre étude à faire. Mais il y a aussi des études, genre des références un peu anciennes qui montrent analytiquement c'est possible de détecter les pôles aussi de résonance d'une sphère, par exemple, dans un milieu hétérogène. Parce que on peut séparer en fait les pôles, on peut les bien identifier. Mais c'est vrai que j'ai pas essayé encore de voir qu'est-ce qui se passe si on n'est pas dans un espace libre. Ok, merci pour cette réponse. J'avais peut-être une dernière question là, sur la mesure des pommes. J'ai trouvé le pas d'échantillonnage en angulaire très très grand, 10 degrés. Est-ce que enfin, vous avez dû le vérifier, mais est-ce qu'on respecte les conditions d'échantillonnage d'imagerie classique, c'est-à-dire est-ce qu'on respecte Fourier quoi, en faisant ça, par exemple? Oui, je suis à la limite, en fait, parce que je suis vraiment à la limite. Attendez que je reviens vers le petit là. En fait, là, en faisant la mesure complète, on est avec un pas de 0,2 degrés et du coup, c'est vraiment la limite de Shannon. D'accord, ok. Le fait de diviser en patch ne va pas changer, enfin, je ne change pas le pas en fait. Je prends juste des petits morceaux de ce scan. D'accord, ok, je comprends mieux. J'avais mal compris. Ouais. Du coup, parce qu'en fait, ça menait une deuxième question. On est presque sûr que les diffuseurs à l'intérieur ne sont pas isotropes. Enfin, pas de... Et donc, je me posais la question de l'utilité d'une image faite sur 360 degrés. Mais ok, je n'avais pas bien saisi ce point. Vous travaillez par patch et du coup, je comprends beaucoup mieux l'approche. Il y avait Dominique Lecellier qui avait une deuxième partie de question là, pour la SEM. Là, il dit et en GPR, à votre avis, alors en GPR, je ne sais pas si vous savez, c'est le radar de pénétration de sol. Est-ce que vous avez les mêmes idées? Parce que lui travaille beaucoup sur des systèmes GPR. Est-ce que vous avez des systèmes qui fonctionneraient en GPR pour appliquer ces méthodes-là, pour détecter des sphères, par exemple?
Bon, là, je sais pas, peut-être Jérôme, Jérôme, il a une réponse, peut-être. Alors là, j'ai aussi botté en touche. Je pense que là, il faudrait plutôt demander à Jean-Yves Dauvignac ou à Nicolas Fortino, qui sont beaucoup plus spécialistes que moi des GPR. Donc, je ne vais pas, voilà, je vais pas vous faire une réponse ou quoi. Je pense que je peux leur poser la question. C'est parfait au moins de donner le contact. Ok, bon, tu vas contacter Jean-Yves. Mais c'est bien si ça génère des discussions, c'est l'objectif, quoi. Même, je vous remercie tous et toutes pour vos présentations et vos réponses. On va passer à la dernière présentation du jour qui va être faite par Romain Négrier.